Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Aimer comme un albatros de Jean-Noël Riffel, lu par Christophe Quézac. Chapitre 1. L'île de l'Aigle. L'oiseau le plus romantique du monde est l'albatros hurleur. Chez lui, tout est vastitude. Ses ailes, 3,50 m d'envergure. Ses voyages, il passe son temps à sillonner la mer. Sa longévité exceptionnelle, jusqu'à 80 ans. Ses sentiments amoureux. Il se reproduit rarement avant ses 7 ou 8 ans. Certains individus attendent même l'âge de 15 ans avant de s'accoupler. Une fois le couple formé, il reste avec le même partenaire pour la vie, le retrouvant au même endroit lors de la saison des amours. Cette fidélité peut durer 50 ans. Tous les 2 ans, la femelle pond un unique œuf. Cet œuf demande un investissement important et une collaboration étroite des parents. L'incubation dure presque 80 jours, période durant laquelle le mâle et la femelle ne peuvent jamais laisser leur nid sans surveillance. Ils doivent donc aller se nourrir chacun à leur tour. L'un reste au nid pendant que l'autre parcourt la mer. C'est un système de garde alterné. Or, trouver à manger n'est pas une sinécure pour ces oiseaux qui pêchent dans le grand large. Ils partent à l'aventure entre 2 et 30 jours aux confins hostiles des mers australes et voyagent plusieurs milliers de kilomètres pour dénicher leur pitance à la surface de l'eau. Calmars, petites crevettes. Certains d'entre eux, portés par les vents, font même le tour de l'Antarctique, 5000 kilomètres, avant de revenir auprès de leurs partenaires. Les albatros nous donnent une leçon de couple pour éviter l'échec amoureux. Il faut choyer la liberté de l'autre, s'éloigner temporairement, éprouver le manque, afin de mieux se retrouver dans une attirance toujours renouvelée. Une récente étude a même démontré qu'un albatros avait parcouru 6000 km en 12 jours, soit 500 km quotidiens, sans se reposer, avant de retrouver sa chair et tendre. C'est comme s'il se reproduisait en Bretagne et allait se nourrir au large des États-Unis. L'albatros est l'oiseau de la temporalité lente. Une longue incubation, une maturité sexuelle tardive, un processus de séduction fait d'attentes indécises et de persévérance pour trouver le partenaire idéal. Il vit de lentes fiançailles avant sa première tentative de reproduction. Ses exigences amoureuses sont hautes et une cour prolongée forge des liens intimes et stables dans la durée. Cet oiseau est un vagabond des océans. En moyenne, un albatros passe 95% de sa vie en mer à planer. Une vie sans limite à travers les vagues et le vent, dans une profonde solitude. Les albatros sont capables de voler presque sans effort. Ils glissent le long des vents vers le creux des vagues et effleurent la surface de l'eau avec l'extrémité de leurs ailes. Après avoir épousé la mer, ils prennent ensuite de l'altitude juste au-dessus de la crête des vagues et se remettent dans l'axe du vent. Prise d'altitude, virages et descentes, ils décrivent en permanence des courbes au-dessus de l'eau. Et pendant ce temps, ils verrouillent leurs ailes en position ouverte grâce à des tendons au niveau de l'épaule. Leurs muscles restent ainsi au repos. Battre des ailes est en effet trop coûteux en énergie pour de tels oiseaux qui pèsent 11 kilos. Ces rois des mers sont dotés d'une science du vol plané incomparable. Leur maîtrise des holes est absolue. Ils sont en définitive les maîtres de l'espace et du temps. Certains d'entre eux viennent parfois se perdre sur le littoral français. Des albatros à sourcils noirs ont ainsi été observés sur l'île d'Ouessant, l'île de Sein ou à proximité de Belle-Île. Comme les albatros, je suis un amoureux des îles du Ponant, lieu d'isolement et de ressourcement, d'espoir et de rêve. Sur ce chapelet de terre lointaine, hostile et attirante à la fois, le temps ne passe pas comme ailleurs. La contemplation des ambiances insulaires étire la texture du temps, et la lumière, dans ses nuances et ses excès, éclate de manière plus inventive que sur le continent. J'ai toujours senti, dans leur brusque apparition au milieu des flots, l'inattendu. Pour en pénétrer les secrets, je les avais presque toutes explorées hors saison, hors des marées touristiques.
Ces îles sont des jardins d'Éden. Ce sont des terres sensibles et fragiles, car leur biodiversité est menacée par le changement climatique, les ravageurs ou prédateurs, rats, chats, introduits par l'homme. Depuis près de 20 ans, j'aime y observer les oiseaux migrateurs. Épuisés par leur long voyage, ils y trouvent un point d'accueil provisoire et se laissent facilement admirer. J'ai beaucoup d'estime pour les Iliens. Ils résistent à la vie sans effort ni contrainte promue par l'homo confortus, qui accumule les biens matériels, porte au nu la technologie et met à distance la nature. Les îles nous parlent de conquêtes maritimes et de navires détruits. Pour ma part, j'avais conquis le cœur de mon épouse en automne sur l'île d'Ouessant, où je l'avais demandé en mariage. Mon souffle se condensait sur ses lèvres devant les paquets d'écume de la pointe de Perne. L'infini de la mer était le témoin de notre amour. Quelques années plus tard, devenus parents par un mois d'août caniculaire, nous chargions notre voiture destination l'île d'Aix, où nous envisagions de passer 8 jours avec nos 2 garçons, 7 et 9 ans. L'excitation était absolue. Les vacances d'été sont propices aux retrouvailles familiales. On se déleste du rythme de l'année scolaire et on baigne dans une douce oisiveté. On profite des siens et on renoue avec une géographie intime. Nous aimions la quiétude de cette île au charme un tantinet désuet. Nous l'avions découverte à l'occasion du mariage de ma belle-sœur. Décidément, les îles étaient le théâtre de nos idylles familiales. Contrairement à d'autres îles voisines, Aix n'a pas sacrifié son âme insulaire. Ce croissant de terre a su conserver son rang, son authenticité et son indépendance en ne cédant pas aux jougs du continent par un pont routier comme ses voisines Ré ou Oléron. Point de voiture sur Aix. La circulation ne se fait qu'à vélo. Les turpitudes des temps modernes semblent être gardées à bonne distance. Quel imprévu me réserverait cette île? Alors que nous quittions la pointe de la Fumée à Fouras, sous un soleil radieux, je montrai à mes enfants une chorégraphie de méduses blanches à la forme d'aliens. Elles encerclaient le bateau comme un collier de perles. Je leur racontais que, durant l'Antiquité, la méduse était la gardienne du royaume des morts et le monstre des enfers. Incarnation de la terreur, Homère la surnommait Gorgo ou Gorgone. Mon fils aîné, féru de mythologie, se souvenait du périple d'Ulysse. En descendant aux enfers, ce dernier craignait que Perséphone, déesse et reine des enfers, ne lui exhibât la tête de l'horrible Gorgone. Il fit alors demi-tour. La légende raconte en effet que quiconque la regarde dans les yeux est éternellement changé en pierre. Au fond de moi, je m'interrogeais sur la signification de cette symbolique dans l'archipel charentais. Les yeux de mes enfants étaient pétrifiés devant ce balai blanc. Ces méduses jouaient les danseuses de Degas dans l'océan. Plus loin, des cris râpeux retentirent dans le ciel. Un groupe de sterncogecs papillonnait autour de notre bateau, le Pierre Loti, en charge de la liaison quotidienne entre Fouras et l'île d'Aix. L'apparition des méduses se dissipa de nos esprits. Quelques minutes plus tard, nous aperçûmes au loin, entre ciel et mer, la silhouette de l'insubmersible vaisseau de pierre, le Fort Boyard. Il avait protégé l'arsenal de Rochefort des assauts de la marine anglaise et servi ensuite de geôle pour séquestrer soldats prussiens et communards. Le passé martial d'Aix y a déposé de nombreux vestiges. Le village fortifié, le fort lié d'eau, une enfilade de batteries et de casemates, le maillage très ordonné des 8 rues aux Maisons Blanches où s'égrènent quelques cafés et restaurants, mais aussi une poignée de boutiques. Un concentré d'histoire napoléonienne. Aujourd'hui, ce ne sont plus les militaires qui paradent, mais des centaines de touristes à vélo et des ribambelles de roses trémières égayant les façades des maisons aux volets bleus ou vert pastel. Nous posâmes nos valises dans une chambre du fort de la Rade. Pendant la guerre de 7 ans, en septembre 1757, la flotte anglaise commandée par l'amiral Hawke avait pris d'assaut la rade de l'île d'Aix. Elle avait détruit entièrement ce fort, un symbole de la déroute française face à la flotte anglaise. La canicule sévissait. L'atmosphère était anormalement étouffante, 38 degrés à l'ombre. L'appartement était exigu, une chambre sous comble en duplex, une unique fenêtre.
un huis clos familial asphyxiant. Depuis 5 mois, notre couple était en effet assiégé par un vent mauvais. Ce soir-là, la décision fut prise. Nous allions divorcer. Le couperet venait de tomber, brutal et lapidaire. Un abîme s'ouvrait devant nous avec 3 cavités, la tristesse, l'angoisse et le désespoir. Tout prit fin à jamais dans ma tête. Le modèle familial défendu pendant 10 ans volait en éclats. Cela n'arrivait pas qu'aux autres. Nous n'étions plus 4, mais 1 contre 1 avec 2 jeunes enfants. Le temps s'est alors arrêté, comme les pendules de la maison de Napoléon affichant l'heure de sa mort sur 17h49. Crépuscule d'un empereur, crépuscule d'un couple. Tout fut sublime en lui, sa gloire, ses revers, et son nom respecté plane sur l'univers. Telle est la maxime grandiloquente qui trône sur la façade du musée napoléonien de l'île d'Aix. Il séjourna sur l'île du 8 au 15 juillet 1815 avant de se rendre aux Anglais et de quitter la France définitivement pour rejoindre Sainte-Hélène, ce petit îlot perdu dans l'Atlantique Sud où il passa les dernières heures de sa vie. L'aigle impérial déployait ses larges ailes au sommet de la maison du sublime empereur. L'oiseau de Jupiter, emblème de la Rome impériale, est associé depuis la plus haute antiquité aux victoires militaires. Aux yeux de mon épouse, j'étais un aigle déchu aux ailes éjointées, aux serres coupées. Elle portait des yeux de deuil. Le divorce m'apparaissait comme une terre inconnue, inhospitalière et abrasive, une migration solitaire vers un lointain exil. Divorcer, c'est trancher en soi, à vif. L'amour est ailé, le divorce coupe les ailes. Incapable de planer, je serais dorénavant en chute libre, comme Icare dans le tableau de Bruegel. Je fredonnais dans ma tête ce dicton marin. Qui voit Ouessant voit son sang, qui voit Saint voit sa fin, qui voit Aix voit son ex. Mais à ce moment-là, je ne jouais pas le fanfaron. Il fallait me résigner à vivre l'un de mes derniers voyages en famille. En venant sur l'île d'Aix, nous avions peut-être fait le choix inconscient de nous séparer de notre continent amoureux. Chacun de nous prenait le large. Les îles ont ce pouvoir de faire éclater la vérité. Mon être charriait une forte houle. J'étais pris dans l'écume des mauvais sentiments. Je ne parvenais pas à comprendre comment un chant d'amour long de presque 11 ans avait pu se muer en quelques mois en un chant d'un cygne barbotant dans la boue des émotions négatives. Nous étions devenus 2 oiseaux mazoutés par notre marée noire. Quand l'étincelle n'est plus là, quand l'amour est une sonnerie aux morts, il reste encore la voix suave et grave d'Hélène Merrill. Son écoute ranime en moi des frissons. Avec The Thrill Is Gone, le drame amoureux redevient sensuel. L'amour vit et meurt. La musique, portée à un tel niveau d'intensité et de pureté, demeure. Un espoir naquit. Si seulement nous pouvions réussir, comme s'achève cette chanson, à nous souhaiter bonne route. Le lendemain matin, je sillonnais l'île d'Aix à vélo, les yeux rougis par une nuit blanche de larmes. Les jumelles autour du cou, j'aperçus une centaine de barges noires survolant les marais ostréicoles de l'anse du Saillant. Je m'arrêtai net pour les observer partir vers le large. Les oiseaux portent sur leurs ailes l'éclat de la beauté du monde. Ils sont les petits serviteurs de l'immatérielle joie, disait Olivier Messiaen. Toute ma vie, j'ai regardé les oiseaux pour cueillir cette joie et me libérer de mes chagrins. Ils m'affranchissent des angoisses trop envahissantes comme les lianes de solière sur le chêne qui se tenaient fièrement devant moi. J'ai besoin des oiseaux comme du soleil et de l'eau pour ne pas me perdre. Quand la vie vacille, menace de s'effondrer, la considération pour la nature est une voie de salut. Sa splendeur nous remet au cœur du monde. C'était aussi le credo de Friedrich Hölderlin. Ne faire qu'un avec toutes les choses vivantes, retourner par un radieux oubli de soi dans le tout de la nature. J'avais l'intime conviction que les oiseaux, par leur pouvoir guérisseur, éclaireraient mon chemin. Il me faudrait juste avoir leur courage et leur abnégation pour demeurer en mouvement. Chapitre 2. L'amour avec un grand A. Au cours de mon enfance,
j'avais lu nombre de livres décrivant l'extrême fidélité des oiseaux. Offrandes, parades nuptiales, ils sont capables de débordantes preuves d'amour et effusions sentimentales. Ces cygnes, oies, tourterelles, albatros, sternes arctiques, fous de bassan ont construit mon idéal de l'amour. D'ailleurs, Georges Brassens avait lui aussi pris exemple sur les oiseaux pour évoquer des amoureux qui se bécotent, se caressaient du bec sur les bancs publics. Quand les albatros ne sont pas en mer, les parades d'amour chaste soudent le couple. Cela commence par une danse. Le mâle contourne sa partenaire, le cou est tiré en arrière en se dandinant. Les deux oiseaux tournent ainsi en alternance, la tête de côté, de manière que le bec touche l'épaule projetée en hauteur. Après la danse, les deux partenaires, en vis-à-vis, tendent leur cou en avant et, avec de rapides mouvements de côté, frappent leur bec l'un contre l'autre. L'escrime s'engage. L'oiseau se dresse, ouvre largement le bec et le referme bruyamment. L'autre oiseau se lisse les plumes à chaque claquement de bec de son partenaire. À la fin de ces vocalises, les oiseaux s'inclinent mutuellement. Cette révérence indique l'emplacement du nid. Ils s'accroupissent puis commencent à se lisser mutuellement les plumes du cou. Le lissage des plumes réduit le stress chez les oiseaux car la sécrétion de corticostérone diminue. Après une courte pause, les saluts recommencent accompagnés de cris intenses. Les couples d'albatros sont liés par une tendresse très tactile. Je réalisais à quel point la lente érosion de notre couple nous avait fait perdre tant de gestes tendres et attentionnés l'un envers l'autre. Une fois l'œuf éclos, les allers-retours en mer se succèdent pour le nourrissage. Chaque parent se relaie pour apporter une bouillie de poissons, méduses et calmars qui lui régurgitent dans le bec. Une parentalité conduite dans une parité exemplaire sous d'un couple. Les parents albatros déploient des trésors d'attention pour leur progéniture. Ils réalisent d'innombrables voyages et parcourent des milliers de kilomètres afin de collecter la nourriture. C'est un exploit de ravitaillement herculéen, résume l'ornithologue Terence Lindsay. Cet oiseau est donc un héros d'Odyssée. Le poussin ne deviendra indépendant que vers l'âge d'1 an. Il effectuera alors son premier envol et partira pour un voyage de 5 ans. La liberté absolue l'attend. Il lui faudra cependant éviter le piège fatal des barbelés des mers. En effet, la devise de l'albatros, savoir voyager loin et dans une temporalité lente, se heurte à notre modernité et son insoutenable immédiateté. Celle qui génère des vortex de plastique dans l'océan, augmente la température des eaux et pratique la surpêche. Un choc des temporalités a l'impact dévastateur sur les populations d'albatros. Il est aujourd'hui l'un des oiseaux les plus menacés au monde. Chaque année, plus de 100 000 albatros périssent à cause de la pêche industrielle à la palangre. Ces navires étendent dans l'océan d'immenses lignes de pêche pouvant mesurer jusqu'à 130 km de long, auxquelles sont fixés jusqu'à 20 000 hameçons par ligne. Attirés par ces appâts traînés à l'arrière des bateaux, les albatros s'y accrochent et se noient. L'homme vient crucifier leurs ailes de géant. Chez l'albatros, il n'y a pas d'âge pour trouver l'amour. Dans l'atoll de Midway, non loin d'Hawaï, une albatros de 73 ans, plus vieil oiseau sauvage du monde, a été photographiée en train de participer à des danses nuptiales avec de nouveaux prétendants. Les scientifiques pensent que Wisdom, sagesse, a éclos aux alentours de 1951. Ils estiment qu'au cours de sa vie, elle a pondu 50 à 60 œufs, maternant jusqu'à 30 poussins, probablement tous le fruit d'un accouplement avec son partenaire, Akikame, qui signifie « amoureux de la sagesse » en hawaïen. Les deux oiseaux ont partagé leur vie durant un bon nombre d'années. Mais en 2021, tout a changé lorsque Akikame est mort. À la surprise générale, le 7 décembre 2024, les services fédéraux américains de protection de la faune adressèrent un faire-part de naissance au monde entier. Après avoir refait sa vie avec un nouveau partenaire, Wisdom venait de pondre à l'âge canonique de 74 ans. Quelle longévité et quelle vitalité pour cette doyenne des oiseaux
qui a probablement parcouru au cours de sa vie plus de 3 millions de kilomètres au-dessus de la mer. Une distance équivalente à environ 7 allers-retours entre la Terre et la Lune. Les formes d'amour chez les albatros sont d'une modernité absolue. On recense jusqu'à 31% de couples homosexuels composés de femelles chez les colonies d'albatros de Laysan sur l'archipel d'Hawaï. Ces couples nourrissent et élèvent leurs petits sans l'aide d'un mâle. L'étude de la coparentalité homosexuelle chez les oiseaux a été retardée par l'idée d'une hétérosexualité perçue à tort comme universelle. Auparavant, les scientifiques présupposaient que les couples d'individus qui partageaient un nid étaient tous composés d'un mâle et d'une femelle. Mais comment s'y prennent-ils pour concevoir leurs petits? L'albatros pratique la gestation pour autrui. L'arrangement le plus fréquent est celui d'une femelle qui, ayant déjà un lien stable avec une compagne, copule occasionnellement avec un mâle. Chez les humains, en France, presque un mariage sur 2 se termine par un divorce. Chez les albatros, le taux de séparation est très faible, moins de 4%. Quel est donc le secret de cet oiseau qui porte si bien l'amour en majesté, de sa si belle fidélité amoureuse? Le véritable amour est peut-être à rechercher dans leur manière d'aimer. Un savant mélange entre tendresse, caresse, respect, bienveillance, séduction et liberté. Chapitre 3. Même les oiseaux divorcent. J'avais soigné des inséparables, petites perruches au plumage rouge et vert, durant mes lointaines études vétérinaires. Je me revois avec ma blouse blanche, stéthoscope autour du cou et thermomètre dans la poche droite. Une seringue alimentaire et une sonde à la main, j'administrais un fortifiant pour sauver une de ces boules de plumes dont le cœur palpitait de stress sous mes doigts. Avant de l'avoir entre les mains dans une salle de consultation, j'avais vu cette espèce pour la première fois au début du film Les oiseaux d'Hitchcock. Un couple d'inséparables signe le coup de foudre dans une oisellerie entre Melanie Daniels, la célèbre actrice Tippi Hedren, et l'avocat Mitch Brenner. L'achat de ce couple d'oiseaux embarquera Melanie et Mitch vers une saison des amours mouvementée à Bogday Bay. Le sens du toucher est fondamental chez les oiseaux. Se lisser, se nourrir l'un l'autre, se caresser, sont des comportements ritualisés qui signent une affection réciproque au sein du couple. Les inséparables l'ont érigé en art de vivre. Ils se prodiguent des toilettes mutuelles des plumes ou encore s'échangent des baisers en entrechoquant leurs becs. Ils se cajolent, ce qui maintient le couple profondément uni. Je me souviens de l'un d'eux se laissant mourir à la suite de la mort de l'autre. Il se piquait les plumes, s'écharnait la peau, se mutilait avec son bec. Un inséparable seul est un oxymore, une torture existentielle, une condamnation à mourir. Une tragédie shakespearienne d'un Roméo perdant sa Juliette. Même son nom scientifique est évocateur, agapornis du grec ornis qui veut dire oiseau et agapé qui signifie amour. Un couple d'inséparables se forme en effet pour ne faire qu'un. Seule la mort les sépare. Je réalisais que je n'avais finalement que peu observé les oiseaux sous l'angle de leur séparation. Je découvrais que le divorce est très répandu chez la plupart d'entre eux. Chez les passereaux, fauvettes, pouillots, mésanges, etc., les couples se forment pour une saison de reproduction, voire une nichée. Les territoires défendus en commun lors de la nidification sont ensuite abandonnés. Les couples se dispersent. Le maintien d'un lien de couple dans le temps, comme chez les pies et les corvidés, est plutôt rare. À 13 ans, je commençais à me poser en mon fort intérieur des questions sur la permanence du sentiment amoureux. Je me souviens avoir lu dans un numéro de la Hulotte, le journal le plus lu dans les terriers, qui m'avait fortement interpellé. Il s'intitulait « Divorce chez les grèbes huppés ». La vie de famille se décompose lorsque les jeunes grèbes sont âgés de 3 semaines. Les parents alternent la garde durant leurs séances de pêche et certains poussins optent progressivement pour la présence préférentielle de l'un ou de l'autre des parents. La famille se divise. Quand c'est le tour de garde de l'un, une partie des poussins se tient près de lui. Les autres boudent plus loin et attendent le retour de l'autre parent. Pour les parents, la lune de miel est également terminée.
Fini les interminables cérémonies amoureuses en tête-à-tête sur l'étang qui soudent et réconcilient le couple, ou encore les danses folkloriques excitantes. La nichée a eu raison de tous ses enchantements. Seules quelques révérences machinales survivent. Lorsque les grébillons sont âgés de 6 semaines, le divorce est officiellement proclamé. Chaque parent part dans son coin, entraînant dans son sillage la moitié de la famille, les grébillons devant choisir leur camp. 2 demi-familles naissent. Chaque parent s'occupe en célibataire de ses marmots. L'étang, telle la justice, devient témoin de la séparation de la famille et des modalités de garde de la progéniture. Comme les grébillons, mes enfants avaient vécu la période la plus insouciante de leur vie. Tout allait maintenant changer. Le divorce est comme un deuil, mais sans corps à enterrer. Un deuil impossible. Les oiseaux sont-ils tristes quand le partenaire s'en va? Ressentent-ils comme nous cette forme de deuil? J'avais entendu dans un documentaire animalier le chant d'un oiseau tropical, le moho de Koé, qui appelait son partenaire en vain. Ce petit oiseau nectarivore au plumage brun uni, mais doté de plumes jaunes sur les pattes, endémique sur l'île d'Hawaï, chante toujours en duo. Le mâle entame une mélodie et la femelle lui répond. Le documentaire montrait le chant du dernier spécimen entendu pour la dernière fois en 1987. Cette espèce, vieille de plus de 15 millions d'années, était pourtant commune dans les forêts subtropicales de l'île jusqu'au début du XXe siècle, où son déclin a commencé, principalement en raison de l'introduction de prédateurs par l'homme, tels que le rat polynésien et la petite mangouste indienne, et de la destruction de son habitat. Dans ce documentaire, le mâle chante désespérément dans le vide. Seul le silence lui répond. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.